Merci d'avoir choisi GuySen TV pour vous informer. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct dans l'actualité de ce dimanche. Soirée spéciale consacrée à Yom HaShoah, journée de commémoration en Israël en souvenir des victimes de la barbarie nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Lily Kesselman, présidente de Yidele Memory, sera avec nous dans un instant. Elle nous présentera son association d'enfants des survivants de la Shoah, un témoignage poignant sur ceux justement qui ont survécu à la Shoah. Dans l'actualité internationale, la Pologne se recueille au lendemain de la mort du président polonais dans le crash de son avion. Le pays tout entier est uni dans la douleur. Dans le même temps, les réactions internationales se sont évidemment succédées sans relâche depuis l'annonce du drame, en Israël notamment. En fin de journal du sport, avec les résultats de la 32e journée du championnat de France de Ligue 1, nous reparlerons également du Classico qui s'est joué hier en Espagne. Nous vous proposerons d'ailleurs de revivre avec les habitants de Bagdad cette rencontre au sommet du championnat espagnol de football. Bonsoir à tous. Depuis Jérusalem, on débute avec ces chiffres. À la veille de Yom HaShoah, un rapport publié par l'université de Tel Aviv indique que l'année 2009 a vu une augmentation de 100% des incidents antisémites. Le rapport fait également mention de manifestations de masse dans le monde contre Israël et les Juifs, apparemment en réponse à l'opération Plomb Durci. Plus d'explications avec ce reportage. 100% d'actes antisémites de plus en un an. Ce sont les dernières statistiques du Centre de recensement des actes racistes et antisémites pour l'année 2010. L'Université de Tel Aviv publie ces chiffres chaque année à l'occasion de Yom HaShoah, le jour de commémoration nationale israélien. 1129 incidents violents ont été recensés en 2009 contre 559 en 2008, tous sous un prétexte antisémite avoué. Cette hausse drastique serait, selon les chercheurs et sociologues israéliens, essentiellement due à la dernière opération militaire israélienne à Gaza en 2009. Une riposte au tir de roquettes incessant du Hamas qui avait provoqué l'ire de la communauté internationale. La couverture médiatique largement favorable à la population palestinienne a échauffé les esprits et dans le monde entier, les manifestations pro-palestiniennes ont rapidement été l'occasion de multiplier les slogans anti-israéliens et antisémites. Ces derniers mois, les communautés juives ont d'ailleurs pour la plupart élevé leur niveau de sécurité près des écoles, des centres communautaires et des synagogues. Les organisations d'extrême droite et d'extrême gauche ont régulièrement, au cours de ces manifestations, accusé Israël de politiser l'utilisation de la Shoah et de l'antisémitisme. Le rapport, de son côté, met en avant la démonisation continue de l'État juif par plusieurs nations musulmanes, l'Iran bien sûr, restant cette année encore en tête de liste. La hausse des actes antisémites concerne essentiellement la Grande-Bretagne, 374 actes antisémites en 2009 contre 112 en 2008, et la France, 195 actes antisémites en 2009 contre 50 l'année d'avant. Aux États-Unis, on a recensé 116 actes antisémites en 2009 contre 98 en 2008. En Allemagne, enfin, il faut souligner une baisse des agressions antisémites, ce qui n'empêche pas la communauté juive locale de se sentir menacée. Souvent qualifiée d'indescriptible, la Shoah est en effet un événement difficilement intelligible. Comment un peuple entier a pu être gazé, brûlé, exterminé dans la plus pire cruauté. À l'occasion du jour du souvenir, le mémorial de la Shoah à Jérusalem a décidé malgré tout d'expliquer, de faire témoigner une exposition de peinture signée par les rescapés des camps eux-mêmes a été inaugurée ce dimanche. Reportage. Des cadavres nus, des prisonniers en pyjama rayés, traités comme du bétail, impuissants face à la barbarie des soldats nazis. Ces tableaux sont le témoignage vivant de rescapés des camps de concentration. Une à une, ces toiles ont été peintes par les survivants pour ne jamais oublier, pour décrire l'indescriptible. L'exposition a ouvert ses portes dimanche matin au mémorial de la Shoah de Jérusalem. Notre exposition, Les Vertus de la mémoire, tente d'explorer pour la première fois la façon où les survivants se remémorent ce qu'on qualifie trop souvent d'indescriptible. Pourquoi est-ce indescriptible? Cela a été une réalité pour eux, une réalité qu'ils ont vécue, ils ont donc les moyens de s'en remémorer visuellement. En réalité, ce sont nous, les outsiders, qui n'ont pas été là, qui ont décidé que c'était indescriptible. Mais non seulement c'est descriptible, et ça l'est en des couleurs extrêmement vives. Décrire, dépeindre, témoigner avec le regard de celui qui l'a vécu, c'est donc l'objectif de cette exposition, qui prend alors une allure historique. Des nazis à visage animal, des lettres J pour le mot juif,
des Juifs qui sont partis en fumée. La terreur d'être maintenus en captivité derrière des barbelés en connaissant le sort qui vous attend. Voilà autant de ressentis, de témoignages, de descriptions personnelles de l'horreur suprême. Autre exemple, cet homme squelettique qui se cache pour avaler un morceau de pain. Cet homme, c'est lui, Raoul Teitelbaum. Il a aujourd'hui 79 ans et vit en Israël. Je pense à ce moment précis à Bergen-Belsen. C'est le moment où vous recevez votre ration quotidienne de pain. Chacun d'entre nous essayait alors de se cacher des autres. C'est à ce moment que j'ai essayé d'écrire. Autant de réalités, de moments vécus dans ces camps de la mort. Ces camps de la mort où chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque mois, chaque année passée est si dur à décrire. Mais pour ne jamais oublier, ils l'ont fait. Dans 5 ou 10 ans, tous les rescapés de la Shoah auront disparu. Et à l'occasion de cette journée de la Shoah, Rachel Lily Kesselman nous a fait le plaisir de nous rejoindre pour nous parler d'une association Yidele Memory. Rachel Kesselman, bonsoir. Bonsoir. Alors votre association, dont je montre le fascicule, regroupe de jeunes enfants, de survivants de la Shoah. Alors tout d'abord, que signifie le nom de Yidele Memory? Ça ressemble un peu à un mélange de yiddish et d'anglais. Voilà, alors c'est une association internationale. Yidele, ça veut dire petit juif en yiddish. Et donc Yidele Memory, la mémoire de Yidele. C'est un travail de souvenir à propos de la Shoah, mais aussi de prévention par rapport malheureusement à une nouvelle Shoah qui nous pend au nez. Et il faut absolument en avoir conscience, Bezrat Hashem, pourvu que ça n'arrive jamais. Alors en quoi consiste exactement cette association? Alors il y a 2 à 3 points différents. Premièrement, mon père a eu une vie absolument extraordinaire. D'abord, il est né en 1921. En Pologne, à Radomsko, c'était la première ville envahie par les Allemands le 1er septembre 1939, le premier ghetto de Pologne. Il avait 18 ans quand la guerre a commencé. Il s'est marié en 1942 dans le ghetto. Et ensuite, il a eu l'idée de s'échapper par une brèche dans le mur la nuit. Et en une nuit, il n'y avait plus de Kesselman à Radomsko. Il a vécu pendant 28 mois sous terre, dans des conditions absolument effroyables, épouvantables. Et vous pouvez voir le petit lapin, le logo de l'association. Il est fait grâce à Michal Batory, un artiste polonais-français, en petites pelures de pommes de terre. Parce que c'est ce que mon père avait à manger pendant 28 mois. Voilà. Au sortir de la guerre, et ça il faut le rappeler, il y avait un antisémitisme tellement fort en Pologne que sur les 40 000 juifs qu'il y avait à Radomsko, seulement 19 juifs sont revenus. 6 mois après la fin de la guerre, les Polonais de l'association AK, antisémite, ont assassiné ma grand-mère, Nachele, et la petite sœur de mon père, Dvorele. Donc ça veut dire on survit à 28 mois sous terre, dans des conditions absolument effroyables, comme des hommes préhistoriques, pour se faire ensuite assassiner dans sa propre maison. Donc évidemment, vous pouvez comprendre que mon père s'est enfui très très rapidement avec ses frères et sœurs qui ont survécu. Ça, c'est mon papa, et ça c'est le seul vestige qu'il a ramené de Pologne avec lui, c'est le brassard qu'il portait ici sur son bras. La première femme de mon père étant enceinte en arrivant à Paris, ils sont restés à Paris alors que les frères et sœurs sont partis rejoindre la première sœur en Argentine, qui était partie là-bas en 1933. Et papa devait les rejoindre avec sa femme et la première petite fille. Et puis, 3 ans plus tard, quand ils ont eu fait les papiers, elle est retombée enceinte. Et bon, Hachem, et ils sont restés à Paris finalement, donc c'était le seul de toute la famille à rester en France. 20 ans plus tard, pour la faire courte, il a rencontré ma maman, et c'était en 1967, il avait 46 ans, elle avait 20 ans, elle venait de perdre son papa aussi, et ils sont tombés fous amoureux, c'est la vie, je crois qu'on ne peut pas décider, et de là, en 75, je suis née. Ce qui fait que j'ai eu un papa qui avait 54 ans quand je suis née, qui était très très dynamique, beaucoup d'énergie. Et je me suis souvenue il y a 1 mois, comment est-ce que ça a commencé, comment il a commencé à me raconter en fait la Shoah. Parce que moi j'ai vécu avec l'expérience de la Shoah depuis toute petite. À l'âge de 5 ans déjà, il a commencé à me raconter. Parce qu'un jour, dans la douche, je lui ai dit « Et comment elle s'appelait ta maman ?» Il m'a dit Nachele avec une boule dans la gorge. J'ai réalisé que je n'avais
plus de grands-parents, et comment ça se fait, etc. Et là, il a commencé à tout raconter. Quand on voyait des petits-enfants en Afrique à la télévision dans les années 80, on voyait beaucoup de pauvres enfants africains morts de faim. Et là, il a commencé à raconter ce que lui aussi il a vécu. Et donc, j'ai vécu toute mon enfance avec ça. Et c'est ce qui vous a poussé donc à créer cette association? Exactement. Et ça fait à peu près 1 an. Donc, ça réunit d'abord Martin Gray, qui est mon membre d'honneur principal, qui m'a reçu chez lui de manière extraordinaire, très généreusement, qui me pousse maintenant à écrire le livre de la vie de mon père, vu à travers mes yeux, parce que ça ne peut pas être une biographie étant donné que papa n'est plus là. Il est décédé la nuit de Pessah il y a 9 ans, Zichrono Livracha. Et donc Martin Gray me dit qu'il faut, au lieu de chercher des enfants, des jeunes enfants de survivants comme moi à travers le monde, autant écrire un livre afin qu'ils viennent vers moi. Donc c'est aussi un message que je veux faire passer. Si vous avez été survivant de la Shoah en ayant plus de 13 ans en 1939, c'est-à-dire que vous avez été un survivant actif, non pas un enfant caché, si vous avez tout raconté à vos enfants quand ils étaient petits, si vous-même vous êtes jeune enfant de survivant, si vous avez entre 15 ans et 45 ans, donc né après 1965, vous pouvez me contacter sur le mail yidele, Y-I-2-D-E-L-E, memory, M-E-M-O-R-Y, @gmail.com. Et donc, le premier but, c'est effectivement donc, de réunir des enfants comme moi qui ont vécu l'expérience de leur père. Pourquoi né de manière après directe. 1965? Alors, parce que les enfants qui sont nés juste après la Shoah n'ont pas bénéficié de l'histoire de leurs parents. Les parents, à l'époque, ils avaient 20, 22, 24 ans. Ils étaient jeunes, ils venaient de passer une expérience extrêmement traumatisante pour la plupart. Et ils avaient envie d'abord de recouvrir un bon niveau de vie tel qu'ils avaient avant-guerre. Ils avaient une famille à nourrir, donc quelques bouches à nourrir. Il fallait travailler. Arbeiten wie am Pferd, comme on dit en yiddish, travailler comme un cheval. Mon père, par exemple, il était tout le temps sur les routes. Et il fallait faire de l'argent. Ils avaient aussi peut-être des femmes exigeantes. Et puis le reste du temps, ils voulaient s'amuser. Mon père était un ami de Dave Cash, par exemple, qui avait un cabaret à Paris, un cabaret yiddish. Et ils voulaient absolument oublier tout ça. Donc le but, c'était pas forcément de protéger leurs enfants de manière psychologique, mais ils ne voulaient pas raconter parce qu'il fallait penser à autre chose, il fallait sortir du trou. Papa a passé 28 mois sous terre, il fallait vraiment sortir du trou, c'est le cas de le dire. Et par contre, nous qui sommes nés longtemps après la Shoah, alors que nous sommes quand même la première génération après la Shoah, au contraire, on a bénéficié de tout leur enseignement et on a vraiment vécu dedans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est jeune, mais on a un pied dans le Yiddishkeit et un pied dans le monde moderne, dans iPhone, iPod, discothèque, tout ce qui est offert aux jeunes générations. Alors plus de 60 ans après les faits, ces enfants dont vous parlez, ces enfants de survivants, ressentent-ils le besoin d'être soutenus par une association, ou s'agit-il plutôt avant tout de perpétuer la mémoire de leurs parents et de ce qui s'est passé en Europe dans les années 30-40? Ou est-ce que ça répond à tous ces points-là? Ça répond à tous ces points, c'est-à-dire que Yidele Memri, il a, comme je vous dis, un pied dans le passé, dans le Yiddishkeit, dans la Shoah, dans le monde d'avant, mais surtout cette association, elle est là pour réveiller les consciences. Ce qui s'est passé en 1933, ce que Hitler disait contre nous, le programme qu'il avait contre nous en 1933-1939, c'était à une époque où il y avait des voitures, il ne faut pas oublier. Il y avait des radios, il y avait les téléphones. Exactement à la même époque que maintenant, sauf que maintenant en plus on a Internet, on a la télévision. Dans les années 60, on disait souvent « Ah, si on avait eu la télévision, ça ne se serait pas passé ». Depuis, il y a eu les massacres en Serbie, il y a eu le massacre au Rwanda, un génocide. En 3 mois, 800 000 personnes mortes. On hésite encore d'ailleurs à le déclarer comme génocide. Donc pourquoi est-ce que maintenant, avec toutes les armes modernes qui existent, est-ce que ça ne se reproduirait pas? Le but est donc de transmettre aux jeunes générations les témoignages des survivants et enfants de survivants de la Shoah pour que cette histoire ne se répète pas. Plus encore que les témoignages, vraiment réveiller les consciences à un niveau international. Qu'est-ce que les nations attendent? Qu'est-ce qu'elles attendent pour vraiment
lever la voix et faire une action directe contre, pour ne pas le citer, contre Ahmadinejad. Exactement tel qu'Hitler, il dit son programme contre les Juifs. Ahmadinejad dit son programme contre Israël. Qu'est-ce qu'ils attendent? 60 ans, d'ici 60 ans, on va faire une cérémonie pour ces pauvres Juifs qu'on a encore une fois assassinés? Vous pensez que le danger est bel et bien réel? Le danger est réel, comme il l'était en 1933 et personne ne voulait écouter. Mon père lui-même disait en 1938, on écoutait Hitler, on écoutait le programme de Hitler à la radio, on éteignait, on allait danser. Alors dans 5 ou 10 ans ou quelques années, tous les survivants auront disparu, Oui. d'où l'importance d'associations comme la vôtre. Mais tant qu'ils sont encore là, est-ce que vous pensez qu'on en a fait suffisamment assez pour relayer leurs témoignages? Alors, tel que le dirait l'un de mes autres membres d'honneur, Avi Pazner, que je remercie énormément pour ce voyage en Israël, Avi Pazner dit « Vous pensez qu'on parle aujourd'hui trop de la Shoah? Moi, je pense qu'on n'en parle pas assez. » Et je dis exactement comme lui. Aujourd'hui, on vit un très grand danger. Il y a encore sur Terre cette maladie effroyable, l'antisémitisme, qui porte aujourd'hui un nom un peu plus moderne, l'antisionisme, qui est exactement la même maladie. C'est une haine incontrôlable, mais qu'on doit essayer d'éradiquer en faisant parler de nous, Je ne sais pas exactement comment éradiquer cette maladie. Un fléau en tout cas que vous combattez avec notamment avec votre association. Avec mon association. Yidel Memory, association des jeunes enfants de survivants. Oui. Merci. Et je voulais juste rajouter un petit mot. Il faut bien avoir conscience que ce Yidel Memory ne concerne pas que la population juive dans le monde. Yidel Memory s'adresse à toute la population de manière générale. Souvenons-nous qu'entre 14-18, la première guerre mondiale, il y a eu 10 millions de morts. C'est énorme. 20 ans plus tard, 1939-1945, il y a eu 6 millions de juifs. Maintenant, grâce au Père des Bois, il y a environ 8 millions de juifs qui ont été numérisés. 8 millions de juifs, ça veut dire quasiment le même nombre que 10 millions en 14-18. Mais surtout, n'oubliez pas que 39-45 a fait au total 50 millions de morts. Donc beaucoup plus que les simples 8 millions de juifs, simples, ironiquement bien sûr. Donc ça touche d'abord la population juive, mais n'oubliez pas le fléau qui peut se propager de manière générale dans le monde. Aidez-nous. Ce sera le mot de la fin. Merci Lily Kesselman d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre témoignage. Merci. Et on parlait il y a un instant de la menace que représente le nucléaire iranien. Le secrétaire américain à la défense, Robert Gates, réaffirme que les États-Unis n'accepteront pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Interrogé aux côtés de la secrétaire d'État Hillary Clinton par 3 chaînes de télévision américaines, Robert Gates a nié les rumeurs selon lesquelles l'administration Obama serait parvenue à la conclusion qu'il est impossible d'empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire à la Défense, avant d'ajouter que toutes les options étaient envisageables concernant les programmes nucléaires iraniens, mais aussi nord-coréens. Et toujours à propos de la question du nucléaire, à noter cette nouvelle pique anti-israélienne du Premier ministre turc. La communauté internationale ferme les yeux face au nucléaire israélien. C'est ce qu'a déclaré Recep Tayyip Erdogan avant d'ajouter qu'il avait l'intention de soulever cette question à l'occasion du sommet sur la sécurité nucléaire qui s'ouvrira demain à Washington. Je vous rappelle que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annulé sa participation à ce sommet de crainte que des pays arabes ou musulmans ne tentent de focaliser les débats sur la question du nucléaire israélien. Israël qui sera donc représenté par le ministre en charge des services de renseignement, Dan Meridor. Et tout a été écrit ou dit sur le refus de Benjamin Netanyahou de participer à ce sommet sur la sécurité nucléaire à Washington. Ce dimanche, en Conseil des ministres à Jérusalem, les proches du chef du gouvernement israélien ont tenté d'apporter certaines réponses. On fait le point. Benjamin Netanyahou ce dimanche. Il est sur le point de présider le traditionnel Conseil des ministres. À sa droite, Silvan Shalom, son vice-premier ministre, et Dan Meridor, le ministre des Renseignements. C'est d'ailleurs ce dernier qui participera à la conférence sur le nucléaire qui doit se tenir à Washington les 12 et 13 avril prochains. Dan Meridor ainsi que les responsables de l'agence israélienne à l'énergie atomique seront bien présents donc, mais pas Benjamin Netanyahou. Selon Jérusalem, le Premier ministre israélien aurait refusé officiellement de participer à la réunion pour des raisons stratégiques.
Certains États musulmans participeront à cette réunion et souhaiteraient imposer à Israël de ratifier le traité sur la non-prolifération de l'arme nucléaire et surtout de contraindre Israël à ouvrir ses centrales aux observateurs internationaux. Un problème, car Israël n'a jamais affirmé détenir la bombe nucléaire. Pour Yuval Steinitz, ce ne sont que des rumeurs. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a décidé de l'éviter parce que cette conférence, enfin le sommet sur la sécurité nucléaire à Washington, était uniquement destinée à traiter la question de la prolifération des armes nucléaires ou des matières fusibles à des organisations terroristes. Il ne s'agit que de rumeurs lorsqu'on parle de ces informations concernant des pays qui pourraient essayer de détourner les débats dans des directions totalement différentes. Une déclaration plutôt évasive, l'un des plus proches collaborateurs du Premier ministre israélien souhaite ici noyer le poisson, pas de réponse sur un Israël nucléaire, et même sur le calendrier diplomatique. Car il y aurait une autre justification éventuelle à ce refus de Binyamin Netanyahou de participer à cette conférence. Depuis son récent voyage aux États-Unis, le Premier ministre israélien n'a toujours pas rendu de réponse à l'administration américaine quant au nouveau programme américain de paix au Proche-Orient. Nous sommes toujours en direct sur Guisen TV et on en vient à l'actualité internationale. Direction tout d'abord la Pologne. Après le drame, place au recueillement. Sur les lieux du crash, le frère jumeau du président polonais, Jarosław Kaczyński, est allé reconnaître la dépouille de son frère. Parallèlement, les hommages se multiplient à Varsovie et dans les autres villes de Pologne. Le pays tout entier est uni dans la douleur au lendemain de l'accident d'avion dans lequel l'élite de la nation a trouvé la mort en Russie. On fait le point. Le corps du président polonais Lech Kaczyński a été rapatrié à Varsovie ce dimanche. Une cérémonie officielle s'est tenue à l'aéroport en présence de la famille et des plus hautes autorités polonaises. Ensuite, le cortège avec la dépouille du président s'est dirigé vers le palais présidentiel dans le centre historique de Varsovie. Devant la chambre basse du Parlement polonais, une célébration d'hommage a été organisée alors que des milliers de Polonais dans toutes les villes du pays se recueillaient devant les bâtiments publics. Et lorsque les sirènes ont retenti, piétons, voitures, télévision, comme un seul homme, toute la Pologne s'est figée pour respecter 2 minutes de silence en hommage aux 96 victimes du crash de l'avion qui emmenait samedi matin le président Kaczyński en Russie. Des foules de citoyens ont observé ce silence, comme ici à Varsovie, devant le palais présidentiel, dans le centre historique de la capitale, devant une mer de bougies et de fleurs déposées massivement depuis samedi. L'heure est au recueillement. Le deuil national a débuté la veille. Le jumeau du président polonais, Jarosław Kaczyński, s'était alors rendu près de Smolensk pour identifier formellement parmi les morts la dépouille de son frère. Sur le site du crash, le Premier ministre russe Vladimir Poutine a demandé que les causes de l'accident soient éclaircies au plus vite. Les pilotes de l'avion polonais ont été mis en cause par les autorités russes. Le commandant adjoint de l'état-major de l'armée de l'air affirmant qu'ils avaient ignoré les instructions des aiguilleurs du ciel. Des dizaines d'experts russes et polonais ont été dépêchés sur les lieux de la catastrophe pour y étudier les précieuses boîtes noires. Le crash de l'avion a tué tous ses occupants, plongeant la Pologne en pleine crise. La Pologne qui pleure aujourd'hui et sans doute pour un moment la disparition de ses plus hauts dirigeants. Un mot de la situation en Thaïlande à présent. Les opposants au gouvernement du Premier ministre Abhisit, les fameuses chemises rouges, ont affirmé ce dimanche qu'ils refusaient de négocier l'arrêt du mouvement, et ce au lendemain d'affrontements sanglants à Bangkok, les plus violents dans le pays depuis de longues années. Des affrontements qui ont fait au moins 21 morts et 874 blessés. Un mot également en bref des élections législatives en Hongrie. Ce premier tour des élections devrait être marqué par une progression du parti d'extrême droite, Jobbik. Quant à la formation de centre-droit dirigée par l'ancien Premier ministre Viktor Orban, elle est créditée de 60% des voix et devrait arriver en tête. Les socialistes au pouvoir devraient obtenir moins de 20% des suffrages, un revirement important par rapport aux 43% de voix qu'ils avaient obtenus en 2006.
Du football, avant de refermer cette édition, le FC Barcelone a dominé hier le Real Madrid dans le cadre du traditionnel Classico espagnol qui s'est joué à Santiago Bernabéu, l'antre du club de la capitale. Une victoire 2-0 et c'est l'inévitable Léo Messi qui avait ouvert le score à la demi-heure de jeu avant que Pedro ne donne plus d'ampleur à la victoire des Blaugrana en deuxième période. Et nous vous proposons à cette occasion de nous rendre en Irak et de revivre avec les habitants de Bagdad cette rencontre au sommet du championnat espagnol. Une manière de penser à autre chose qu'au terrorisme. On regarde. Des drapeaux catalans aux couleurs du FC Barcelone, les maillots du Real Madrid, nous sommes à Bagdad, à quelques heures du Super Classico, du grand match entre les deux équipes du championnat espagnol de football. Ici, entre deux drapeaux irakiens, le portrait de Cristiano Ronaldo, l'attaquant portugais du Real Madrid. Et au vu de cet étalage, ce sont les maillots merengues qui sont les plus recherchés. Ceux du FC Barcelone se défendent aussi, principalement de la star Lionel Messi. Le merchandising sportif, une manne financière importante en Irak, aucune équipe n'est oubliée. Les maillots des grandes écuries européennes comme Chelsea sont représentés. Tout est donc fin prêt pour le grand soir. Il y a un vrai engouement en Irak pour le merchandising, spécialement pour le Real et le FC Barcelone, car ces deux équipes ont leur fan club. Mais pas seulement, preuve en images. À droite, un maillot du FC Barcelone, à gauche, celui de l'Inter Milan, sans oublier les maillots de Didier Drogba à Chelsea et de Franck Ribéry du Bayern Munich. En fait, j'aime le Real Madrid depuis que je suis gosse. Et maintenant, j'aime Ronaldo, j'aime Kaka. Le Real Madrid contre le FC Barcelone, peu importe le résultat, un match de football qui permet aux Bagdadis d'oublier, ne serait-ce que pendant 90 minutes, les affres du terrorisme. Voilà, juste avant de refermer ce journal, 2 matchs de Ligue 1 se sont terminés. Lyon et Lille ont fait match nul 1 partout. Nancy a perdu face à Auxerre 1-0. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants en compagnie de Myriam Danan pour suivre en direct les cérémonies de Yom HaShoah qui se tiennent à Jérusalem. Restez sur Guisen TV. A tout de suite.